Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. Léonard est réveillé par un coup de sonnette. Ça fait bien 20 ans que ça ne lui est pas arrivé d'être tiré de son sommeil au milieu de la nuit. À l'époque, ça signifiait que quelqu'un avait besoin de lui. Bien sûr, il râlait toujours un petit peu, mais pour être tout à fait honnête, il adorait les urgences de nuit. Léonard avait été un excellent médecin. Mais ce soir, il est inquiet. Aucun de ses voisins, personne, à l'exception de son vieux copain Harry Adams, ne sait qu'il a été médecin. La première pensée qui lui traverse l'esprit est que Marie, son ex-épouse, est morte, ou bien que son fils, Tommy, a encore des ennuis. Léonard enfile sa vieille robe de chambre et se dirige vers la porte en traînant les pieds dans ses savates. Il fait jouer la serrure, tourne le bouton de la porte et un homme entre comme une furie chez lui, le bouscule et pointe son flingue directement sur son poumon gauche. Le visage de l'homme est dissimulé par un bas noir. Curieusement, Léonard se sent soulagé. Il sait que ni Marie ni Tommy ne sont concernés par cette visite. Léonard est trop vieux pour avoir peur, trop amer pour redouter la mort, et trop fier pour courber l'échine. Alors, Léonard regarde l'intrus et il sourit. « Vous vous êtes trompé de porte, l'ami. Si c'est mon portefeuille que vous cherchez, il est sur le bureau dans l'autre pièce, mais entre nous, il est trop mince pour être volé. Enfin, si le cœur vous en dit, vous pouvez le prendre. Mais prenez-le et filez. Je suis un vieil homme, vous le voyez, et j'ai besoin de dormir. » La voix sèche et assourdie par le bas de soie lui réplique. « Allez, mettez vos frusques, docteur. Vous allez venir avec moi. Il y a du boulot pour vous. » Décidément, vous avez frappé à la mauvaise porte, mon jeune ami. Je ne suis pas médecin. Quand on l'a été une fois, on le reste pour toujours. Allez, j'ai pas de temps à perdre. Prenez vos instruments, docteur. Mais en fait, je n'en ai pas, voilà. Allez, ça suffit maintenant. Prenez votre trousse à outils et grouillez-vous. Léonard hausse les épaules et commence à s'habiller. Bien sûr, il aurait pu envoyer balader ce type et se laisser descendre. Tous ces problèmes auraient été résolus une fois pour toutes. D'ailleurs, Léonard a déjà songé à se suicider. Mais pour son fils, pour Marie, seule et souffrante, il n'a pas pu s'y résoudre. Alors, il vivote de petits jobs qu'il dégote toujours quand il reste sobre assez longtemps. « Plus vite, docteur, plus vite ! Voilà, vous allez faire une petite opération. » Oh, Léonard a compris. Une balle à extraire du ventre d'un voyou. Bien sûr, ils savent, c'est connu, les truands possèdent la liste des médecins dont le nom est rayé du Conseil de l'Ordre. Léonard va chercher sa trousse dans le placard de sa chambre. Elle n'est même pas poussiéreuse car Léonard a l'habitude, une fois par semaine au moins, de la sortir, de l'essuyer et d'astiquer tous ses instruments en rêvant à ce qu'aurait pu être sa vie. Dans l'autre pièce, l'homme lui fait signe de poser sa trousse. « Ok, maintenant tournez-vous, docteur. » L'instant d'après, Léonard ressent un choc, et puis il ne se souvient plus de rien.
Léonard gît comme un sac sur le plancher d'une voiture. Il a les yeux bandés, mais il est conscient des bruits, de la circulation et de la présence du conducteur à côté de lui. Il n'a absolument aucune idée de l'endroit où il se trouve. Soudain, il entend des cornes de brume. La voiture longerait-elle l'Hudson ou traverserait-elle l'East River? Léonard se souvient que cette nuit était chaude, mais là, il fait agréablement frais et la voiture roule en douceur. Léonard pense qu'il se trouve probablement dans une limousine à air conditionné. « Quelle histoire !» se dit le vieil homme. « Me voilà mêlé à une affaire de meurtre ou de racket. Je pensais que tout ça était bien fini pour moi. Et voilà. » En réalisant qu'il pouvait encore être utile, un frisson lui parcourt le dos. Pour cette simple raison, il va accepter d'offrir ses services. Ils n'auront pas besoin de le menacer. La voiture s'arrête et le conducteur descend. Léonard entend ses pas sur le gravier qui font le tour du véhicule, puis il ouvre la porte. « Sortez doucement, » dit l'homme. « Et je vous préviens, n'essayez pas de regarder à travers le bandeau. » Léonard se laisse conduire. L'autre le fait traverser une rue, franchir une porte, puis il monte 2 étages, enfin redescendre quelques marches. L'immeuble a une résonance de lieu déserté, et ça sent le moisi. « On est arrivé, Doc. » L'homme frappe à une porte. Elle s'ouvre. Une main pousse doucement Léonard à l'intérieur. Il reçoit une bouffée d'eau de toilette masculine, mais ce parfum trop subtil ne couvre pas l'odeur d'abandon qui règne ici. La main s'appuie sur son bras, caressante, et la voix qu'il entend est parfaitement courtoise. « Asseyez-vous, je vous en prie, docteur. Je suis désolé pour ce brusque enlèvement. Allez, maintenant c'est fini. Puisque vous êtes là, vous prendrez bien un verre avec nous pour vous remettre. » Léonard hoche la tête. Il a la gorge douloureusement sèche. « Je n'ai que du scotch à vous offrir, docteur, et sans glace. Nous sommes plutôt mal installés, comme vous avez dû le deviner. »« Vous pouvez m'enlever ce bandeau ?» demande le vieil homme. « Non, désolé, docteur, pas encore. Mon ami va vous détacher les mains, mais ne touchez pas au bandeau. Si par malheur vous voyiez nos visages, nous serions obligés d'agir avec vous avec beaucoup moins de courtoisie. Suis-je assez clair? »« Oh oui, oui, » dit Léonard. L'autre homme s'approche de lui et dénoue la corde qui liait ses poignets. Léonard prend le verre que lui tend la main anonyme. Il boit. Il sent le whisky glisser dans sa gorge desséchée. « On dirait que vous aimez ça, docteur. Il paraît que vous avez un certain penchant pour l'alcool, » dit l'autre homme. « Non, mais ce n'est pas pour me dire ça que vous m'avez fait venir, je suppose. »« Non, non, c'est pour votre talent de chirurgien. »« Mais je ne le suis plus, monsieur. D'ailleurs, je l'ai dit à votre copain. Ne soyez pas modeste. Vous avez été un chirurgien hautement respecté jusqu'au jour où vous avez opéré illégalement une jeune femme qui est morte. Vous avez été condamné pour homicide. Mais venons-en au fait, docteur. Dites-moi, avez-vous entendu parler du rubis l'œil du lion? » ?»« Non, monsieur. »« Dommage. Si nous en avions le temps, je vous raconterais toute son histoire. Enfin, je vous dirais seulement qu'il a été extrait des mines de Mogok, en Birmanie, il y a des centaines d'années. Il fut volé par les Perses au XVIIIe siècle dans le palais du Grand Mongol à Delhi. Puis, il fut porté par une personnalité royale en Iran, où il fut encore volé, et là, par moi.
Pour mon malheur, je dus faire appel à un comparse pour le rapporter ici. Et ce garçon, qui a fait entrer le rubis dans le pays, s'est montré plus gourmand que je ne le pensais. Quand je m'apprêtais à lui payer la somme convenue, il a exigé 2 fois plus. Ce chantage m'a mis hors de moi et je l'ai abattu. « Ah, oui, je vois !» dit Léonard. « Vous lui avez tiré dessus avant de savoir où il avait planqué le rubis. Et maintenant, vous voulez que je le maintienne en vie le temps qu'il parle. » « Non, ça n'est pas tout à fait ça, docteur. Cet homme est mort et bien mort, je peux vous l'assurer. Son corps est dans la pièce d'à côté. Non, voilà, docteur. Avant de mourir, il a eu le temps d'avaler le rubis. Vous comprenez maintenant pourquoi vous êtes là ? » Un frisson de dégoût traverse le dos de Léonard. Il ne s'attendait pas à un boulot aussi macabre. Il tend son verre vide. « Donnez-moi un peu de whisky, s'il vous plaît. » Puis, après quelques instants de réflexion, « Mais pourquoi moi, hein, puisque vous avez le corps ?» Voyez-vous, docteur, nous, on sait tirer sur un type, mais on ne sait pas lui sortir les tripes. Ça, c'est votre job. Vous allez nous faire ça en professionnel et proprement. Hein? Vous n'en aurez pas pour longtemps. Êtes-vous sûr qu'il l'ait avalé, ce rubis? Ça n'est pas évident, surtout quand on vient de recevoir une balle. Docteur, je l'ai vu porter la main à sa bouche en tombant. Le rubis est de la taille d'une grosse bille. C'est sûr, il avait la pierre sur lui. Je l'ai vu. Et puis, nous avons fouillé ses vêtements méticuleusement. Non. Le rubis est dans son corps. Nous vous demandons de le retrouver le plus vite possible. Nous ne voulons pas nous éterniser ici. Allez, au travail, docteur. Vous trouverez le corps nu dans la pièce d'à côté. Il est sur la table. Dès que la porte sera fermée, vous pourrez retirer le bandeau. On vous laissera seul avec le cadavre. Quand vous aurez fini, frappez à la porte. Voilà. Si vous acceptez, vous serez très bien payé. Si vous refusez, vous serez tué. Maintenant qu'il sait ce que ces hommes attendent de lui, Léonard va-t-il refuser leur offre ? Vous le saurez dans quelques instants. Sortir un rubis des tripes d'un cadavre, mon Dieu, on a déjà vu opération plus ragoûtante. Mais qu'en pense le docteur Léonard? Alors, docteur, demande l'autre homme, acceptez-vous de faire cette opération pour nous? Mon Dieu, je crois que je n'ai pas le choix. Bien raisonné, docteur. Au fait, quand vous aurez fini, n'oubliez pas de remettre le bandeau avant de sortir de la pièce. Là-dessus, Léonard est doucement poussé vers la porte. On lui met sa trousse dans les mains. La porte se referme. Léonard attend 5 secondes avant d'enlever son bandeau. La nudité froide de la pièce le fait frissonner. Petite et humide, des plaques de plâtre sont tombées du plafond et jonchent le sol. Sous l'unique ampoule allumée, le corps nu d'un homme jeune est étendu sur une longue table. Bien que la pièce soit fraîche, Léonard transpire. Il pose sa trousse. « Travaillez vite !» a dit l'homme. Mais Léonard n'est pas pressé de mutiler cette sculpture humaine étrangement belle. Mais il n'ose pas s'attarder plus longtemps. Quelque part dans ce corps est enterrée une fortune. Le vieil homme ouvre sa trousse et sort les instruments nécessaires. Au moment où il lève son scalpel au-dessus de l'abdomen de l'homme, Léonard ne peut s'empêcher de songer à l'ironie du sort qui lui fait réaliser sa première opération depuis 20 ans sur un cadavre. 30 minutes plus tard, Léonard cogne à la porte après avoir remis son bandeau. La porte s'ouvre et une main le tire dans l'autre pièce.
Est-ce que je pourrais avoir un scotch? Vous avez l'air d'en avoir besoin, docteur. Vous ne vous sentez pas bien? Oh, j'ai déjà été mieux. On lui met un verre dans les mains. Buvons à votre succès, docteur. Alors, vous avez le rubis? Non, monsieur. Vous avez dû vous tromper. L'homme émet un son où se mêlent colère et étonnement. Si c'est une plaisanterie, docteur, elle est vraiment de mauvais goût. Nous n'avons pas de temps à perdre. Allez, donnez-moi le rubis. Mais puisque je vous dis qu'il n'y a pas de rubis, répète Léonard avec conviction. Ben enfin, si le cœur vous en dit, vous pouvez aller vérifier. Et instinctivement, le vieil homme fait un pas vers la porte. Les deux hommes lui saisissent chacun un bras et le tirent en arrière. Soudain, il sent les mains trembler et relâcher la pression. Ah, vous n'avez jamais mis les pieds dans un laboratoire ni assisté à une autopsie, reprend Léonard. C'est vrai, il faut un certain temps pour s'y habituer. Léonard jouit de la déconvenue des deux hommes qu'il sent, à défaut de les voir. Le fait est qu'il existe énormément d'endroits où un objet avalé peut se loger. J'ai entièrement ouvert le tube digestif. Si vous ne me croyez pas, allez voir par vous-même. Léonard sent les deux hommes au bord de l'évanouissement. Ah là, ça n'est pas possible. Je ne peux pas regarder ça. Il a dû faire autre chose que l'avaler. Le rubis doit être caché quelque part, dit l'un. Ne sois pas stupide, dit l'autre. Le docteur compte peut-être sur notre répugnance pour nous jouer un tour. Surveille-le. Léonard sent sur son bras la moiteur de la paume de l'un des hommes. Il entend l'autre se diriger vers le cadavre, puis plus rien pendant plusieurs minutes. Finalement, celui qui semble être le chef parle d'une voix tendue. D'accord. La pierre n'est pas dans le tube digestif. Docteur, seriez-vous assez stupide pour penser que vous pourriez voler le rubis? Oh, non, monsieur. Enfin, je ne l'ai pas volé. Très bien. Nous allons vérifier. Venez dans cette pièce. Léonard est nu comme un verre. Les deux hommes le fouillent soigneusement, ainsi que ses vêtements. L'un des deux hommes lâche un juron. Mais enfin, ça n'est pas possible! Le rubis n'a pas pu se volatiliser. Il doit être là. On ne peut pas rester ici toute la nuit. Léonard a la gorge sèche. Mais ce n'est pas le moment de demander un autre scotch. Il me semble, monsieur, que vous ne voyez pas ce qui tombe sous le sens, fait-il soudain. Quoi, que voulez-vous dire? Un rubis de cette taille, monsieur, ça ne disparaît pas comme ça, à moins que quelqu'un ne l'ait fait disparaître. Mais ce type n'a pas quitté l'appartement. Non, je ne parle pas de lui, monsieur, lui, mais de l'un de vous deux. Car l'un de vous deux a quitté cette pièce, ne serait-ce que pour aller me chercher. Le silence est pesant. Enfin, l'un des deux hommes dit d'une voix empreinte de colère. « Espèce de... Vous m'accusez, c'est ça? Vous m'accusez de l'avoir volé? »« Non, non, monsieur, poursuit le vieil homme. Non, j'ai seulement dit que l'un de vous deux doit l'avoir pris. » C'est au tour de l'autre homme de parler. « C'est toi qui l'as fouillé, Dutch ?» lâche-t-il d'un ton glacial. « Oui, mais toi, t'étais tout seul avec le cadavre quand je suis allé chercher ce poivreau. Je l'ai pas, ce rubis. Et toi, hein? Est-ce que tu l'as? » Léonard perçoit un mouvement brusque et comprend ce qui va lui arriver. « Ligote-le, Dutch, et surtout ne tente rien. J'ai déjà utilisé mon revolver et je n'hésiterai pas à m'en servir une seconde fois. Je n'aime pas les faux jetons. » Dutch lâche une bordée de jurons. « Ferme-la et attache-le !» Léonard sent qu'on lui tord les bras et qu'on les lui ligote sans ménagement. « Désolé, docteur, » dit l'homme d'une voix à nouveau calme, « mais je suis sûr que vous n'aurez pas de mal à vous libérer quand nous serons partis. Je vais emmener mon ex-associé faire un petit tour, si vous voyez ce que je veux dire. Il sera bien obligé de parler et de me dire ce qu'il a fait du rubis, sans quoi il finira exactement comme l'autre. » Léonard reste immobile un long moment après leur départ. Il se demande
s'ils ont emporté la bouteille de scotch. Une fois certain que les hommes ne vont pas revenir, Léonard fait une première tentative pour se libérer. 10 minutes plus tard, il est en nage, mais il a défait les liens qui lui attachaient les poignets. Il ôte son bandeau. La bouteille de scotch est sur la table, à moitié pleine. Il avale plusieurs gorgées, puis jette un coup d'œil dans le vestibule. Un immeuble inhabité, et probablement condamné à la démolition. De la fenêtre, il aperçoit l'East River. Léonard attrape sa trousse et se dirige rapidement vers la pièce où se trouve le cadavre. Il sort de la trousse une paire de pinces et, tout en souriant, il soulève avec précaution la paupière droite du mort. Le rubis, l'œil du lion, le regarde fixement. À l'aide des pinces, il prélève en expert la pierre précieuse, tout comme 1 heure avant, il avait extrait l'œil du mort. Léonard fourre le rubis dans sa poche, descend les 2 étages de l'immeuble et débouche dans la rue. 1 heure plus tard, le docteur Léonard est de retour chez lui. Ce soir, c'est la fête. Harry, son vieux copain Harry, n'a pas la moindre idée de l'événement, mais il s'en moque. L'essentiel est que l'alcool coule à flot et qu'il puisse boire tout son soûl en compagnie de son vieux copain Léonard. Pourtant, il finit quand même par l'interroger. « Oh, Léonard, qu'est-ce qu'on fait? T'as gagné aux courses ou quoi? »« Ne t'occupe pas, mon vieux. Bois autant qu'il te plaira. Quand on n'aura plus de munitions, j'irai chercher d'autres bouteilles. » Léonard ce soir est bavard comme il l'a rarement été. Il parle de sa jeunesse, de ses rêves, de ses ambitions perdues, de ses regrets inutiles. Mais tu sais, mon vieux Harry, il n'est pas trop tard pour rattraper le temps perdu. La chance a tourné pour nous, tu vas voir. Il se penche un peu vers son vieil ami et poursuit à voix basse. Est-ce que je t'ai raconté comment j'ai fauché le fameux rubis, l'œil du lion, au nez d'un gang international de voleurs de bijoux? Hein? Arrête, Léonard, l'alcool te monte à la tête. Non! Comment? Je ne t'ai pas raconté cette histoire? Un joli coup, tu peux me croire, mon ami. Et Léonard commence à raconter à son ami ce qui lui est arrivé la veille, sauf qu'il situe l'histoire beaucoup plus loin dans le temps, une aventure de jeunesse. Léonard raconte avec détail et délectation. Harry ne cache pas son scepticisme. « Je te jure que c'est la vérité, » insiste le vieux docteur. « J'ai extrait la pierre du ventre de ce pauvre type, et après, il fallait bien que je trouve une cachette où les truands n'auraient jamais l'idée de regarder. Ce jour-là, mon cher Harry, j'ai fait la plus belle énucléation de toute ma carrière. »« La plus belle quoi ?»« Énucléation, c'est-à-dire ablation du globe oculaire, mon ami, et à sa place, j'ai mis le rubis, puis j'ai rabattu la paupière sur le rubis. Et voilà, les truands en ont été pour leurs frais. Ils ont commencé à s'accuser mutuellement de l'avoir volé, puis ils sont partis s'expliquer dehors. J'ai récupéré le rubis et le tour était joué. « Bien sûr, dit Harry. Ton histoire est bien imaginée, mais t'as oublié un petit détail. »« Ah oui? Un détail? Lequel? »« Eh ben, le globe oculaire du gars, qu'est-ce que t'en as fait? » Léonard se redresse et regarde son ami malicieusement. Exactement comme il avait fait avec le rubis. Léonard avale une longue gorgée de scotch et achève. Je l'ai avalé. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation
Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.